ses émoulures. Poursuit l'effort malgré la douleur. À 30 minutes du terme, Bill trempe son poignard à haute température et obtient une lame droite. Thomas réalise également sa trempe avec succès. À la fin de la manche, les poignards sont présentés au juge. L'arme de Carrie présente un motif torsadé remarquable. Mais la poignée est trop volumineuse et anguleuse, ce qui la rend dangereuse pour l'utilisateur lors de l'impact. Le poignard de Thomas montre un travail soigné avec une poignée robuste. L'arme de Bill manque cruellement d'émoulure, ressemblant davantage à un bloc de métal brut qu'à une lame fonctionnelle. Après délibération, les juges décident d'éliminer Carrie, estimant que la poignée de son poignard de poussée demande trop de modifications pour être testée en toute sécurité, laissant ainsi Thomas et Bill s'affronter lors de l'ultime épreuve. Pour la grande finale de 6 heures, les deux candidats doivent corriger les défauts de leur poignard de poussée et reproduire un grand couteau de combat historique conçu à l'origine par un maître forgeron renommé. Cette arme massive doit mesurer entre 43 et 48 cm de long, posséder une largeur minimale de 8 cm, une pointe en bec d'oiseau et des gouttières sur chaque face. Les candidats doivent assembler des aciers différents pour concevoir une lame à 3 couches avec un cœur très dur entouré de flancs en acier de Damas. Thomas et Bill se lancent dans le forgeage de leurs blocs de métal. Bill gère son temps de manière efficace en travaillant alternativement sur son grand couteau et sur son poignard de poussée. Il étire son acier pour obtenir la longueur requise, tandis que Thomas éprouve des difficultés physiques et souffre de crampes aux mains face à la dureté de l'acier au marteau. La phase de trempe approche. La lame de Bill présente une déformation importante après le refroidissement dans l'huile, l'obligeant à la redresser manuellement sous peine de rupture. Celle de Thomas sort de l'huile parfaitement droite. Lors de l'assemblage de sa poignée, Bill commet l'erreur de refroidir brutalement à l'eau une tige filetée qu'il venait de souder, provoquant un choc thermique qui casse son pommeau en laiton. Il doit reconstruire la fixation en catastrophe sans utiliser d'eau cette fois. Thomas utilise un bloc de composite robuste pour sa poignée. Mais il rencontre des difficultés pour percer le matériau et perd un temps précieux. À 15 minutes de la fin, il doit encore assembler son arme, fixer le pommeau et réaliser l'affûtage final. L'activité est frénétique dans la forge alors que les dernières secondes s'égrènent. Les 6 heures s'achèvent. Le test de létalité sur le mannequin de gel commence. Le poignard de poussée de Bill se révèle extrêmement efficace et confortable. Et son grand couteau de combat coupe profondément. Bien que sa poignée rectangulaire manque d'ergonomie et glisse dans la main de l'examinateur. Vient ensuite le tour de Thomas, mais l'inspection de ses armes révèle un problème majeur. La poignée de son couteau de combat n'est pas terminée. Le bois présente des échardes et la garde comporte un jeu important qui risque de blesser l'utilisateur. Pour des raisons de sécurité, les juges décident qu'il est impossible de tester les armes de Thomas dans ces conditions. Thomas est donc éliminé aux portes de la victoire. Bill est sacré champion du tournoi et remporte la somme de 10 000 $. Malgré le manque de finition de son arme principale, sa persévérance et la fonctionnalité de ses créations lui ont permis de faire la différence dans cette épreuve particulièrement exigeante. L'atmosphère à l'intérieur de la grande forge est lourde de promesses, chargée d'une électricité palpable que seule la perspective d'une compétition acharnée peut susciter. Les 4 artisans qui se tiennent aujourd'hui devant les enclumes partagent une même passion, celle de dompter le métal par le feu et le marteau, mais chacun apporte avec lui son histoire, son savoir-faire unique et ses propres espoirs de victoire. Parmi eux se trouve Paul Raspe, un homme de 42 ans dont le parcours force le respect. Ingenieur Elektricien de Profession. Il a passé de longues années à travailler pour la prestigieuse administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA. Cette solide formation scientifique lui confère un avantage certain, car il apprécie et comprend en profondeur les phénomènes physiques complexes qui régissent la métallurgie, notamment les subtilités du traitement thermique. Pour lui,
La forge amateur est une extension naturelle de cette passion pour la matière et la précision. À ses côtés se tient Cody Adelson. Un jeune homme dynamique de 29 ans qui pratique l'art de la forge depuis maintenant 2 ans. Malgré son expérience plus récente, Cody n'a pas ménagé ses efforts pour se hisser au niveau des meilleurs. Il a en effet contacté Tyler Akbar, le célèbre vainqueur du tournoi de l'armée, qui lui a généreusement transmis les secrets du métier. Cette transmission directe a fait comprendre à Cody l'immensité de ce qui lui restait à apprendre. Et il aborde l'épreuve avec une humilité mêlée d'une farouche détermination. Le troisième concurrent est Gary Riemann, le benjamin du groupe du haut de ses 23 ans. Malgré son jeune âge, Gary affiche déjà 5 années de pratique rigoureuse de la forge amateur. Pour lui, le travail du métal est indissociable de la camaraderie. Lorsqu'il se retrouve dans l'atelier avec ses amis, l'ambiance se transforme en un véritable bazar joyeux. Une réunion de passionnés qu'il qualifie lui-même affectueusement de grands geeks de la ferronnerie. Alors que les compétiteurs ajustent leur tablier de cuir, la voix solennelle de l'animateur résonne dans le vaste espace industriel, accueillant officiellement le public et les participants. Le décor est planté, les règles sont annoncées avec clarté. Cette compétition d'envergure se déroulera en 3 manches distinctes. Et à l'issue de chaque étape, l'un d'eux sera impitoyablement éliminé. Le destin des forgerons repose entièrement entre les mains des juges experts installés en retrait, dont la mission sera de désigner le meilleur d'entre eux, celui qui aura l'honneur de repartir avec un chèque de 10 000 $. Le signal du départ est donné. Les artisans sont invités à s'approcher de leurs enclumes respectives, qui sont recouvertes d'un tissu sombre. En le retirant, ils découvrent les éléments imposés pour cette première épreuve. 2 petites boîtes métalliques et 2 bocaux remplis d'acier de récupération provenant de sacs de frappé. La tâche qui leur est assignée est redoutable, ils ne doivent pas fabriquer un seul couteau, mais bien 2 couteaux rigoureusement identiques, en utilisant la technique exigeante du acier de Damas en boîte. 3 heures seulement pour façonner 2 lames parfaites. Le défi suscite immédiatement une vague de stress. L'animateur précise les paramètres stricts à respecter. Les lames devront mesurer entre 18 et 23 cm de longueur. De plus, pour ceux qui auront la chance d'accéder à la deuxième manche, ces pièces devront être assemblées de manière à devenir des armes pleinement fonctionnelles. Les critères d'évaluation des juges seront sans concession. La solidité et la durabilité seront testés sur une tôle de métal, tandis que la robustesse et le tranchant seront éprouvés sur un sac de frappe. Le chronomètre démarre instantanément, plongeant l'atelier dans une effervescence immédiate. Utiliser de l'acier issu de sacs de frappe est une contrainte inhabituelle qui oblige les forgerons à mener de front plusieurs opérations complexes. Paul décide d'adopter une stratégie méthodique. Il choisit de s'occuper d'abord du premier contenant pour le placer au feu pendant que le reste de la matière commence à monter en température. La quantité de métal contenue dans ces récipients est largement suffisante pour obtenir les dimensions requises, mais la gestion du temps reste le véritable ennemi. Habituellement, ces artisans consacrent un mois entier à la fabrication d'un seul couteau. En concevoir 2 en 3 heures relève presque de la folie. Pour maximiser ses chances d'obtenir des motifs aussi proches que possible sur ces 2 lames, l'un des forgerons choisit de répartir équitablement la matière dans chaque boîte. Il prend soin de sceller les récipients tout en laissant une infime quantité d'air afin d'éviter que la pression interne ne fasse exploser les couvercles sous l'effet de la chaleur intense, ce qui s'avérerait catastrophique. Il enfourne les 2 boîtes simultanément pour optimiser son temps, confiant dans sa capacité à terminer au moins une lame. Même si mener 2 projets de front reste une entreprise périlleuse. Pendant ce temps, Cody fait preuve d'une grande rigueur en nettoyant minutieusement l'intérieur de ses contenants avec de l'acétone. C'est une excellente initiative, car dans ce type de forge, toute impureté peut compromettre la qualité de la soudure. Si la boîte